Bonjour Monsieur Perrineau. Merci d'avoir accepté le principe des interviews que nous faisons dans le cadre de la Web TV IFGP. Donc, vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po et nous avons souhaité vous interroger, vous poser un certain nombre de questions sur la thématique que vous connaissez bien, la défiance des citoyens envers leurs élus et les institutions. Donc première question, vous suivez l'évolution dans le cadre du CEVIPOF du niveau de confiance des citoyens français envers leurs élus et les institutions. Quels principaux enseignements ressortent de la dernière vague d'enquête? Des tendances lourdes se dégagent-elles au regard des vagues successives? Écoutez, j'avais créé il y a plus de 10 ans un baromètre de la confiance politique qui est renouvelé depuis chaque année. Nous en sommes à la 14e vague qui vient d'avoir lieu en février 2023. Et quand on regarde l'ensemble, cette série extrêmement importante de baromètres, on s'aperçoit d'une dégradation assez régulière de la confiance que les Français peuvent investir dans leurs représentants. Cependant, est-ce qu'on arrive à une société de défiance généralisée, ce qui serait extrêmement préoccupant? Je crois qu'on ne peut pas avoir ce diagnostic. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que les Français continuent à avoir confiance dans les cercles de proximité. D'abord, ils ont confiance en eux-mêmes, ce qui est déjà, j'allais dire, le début de la construction de la confiance. Ils ont confiance dans la famille. La famille, de manière imperturbable, reste une institution qui fait l'objet d'un investissement et d'un investissement positif. Ils ont confiance dans leurs voisins. Ils ont confiance également dans les gens qu'ils rencontrent, dans la proximité. Et puis, dès que vous commencez à élargir le cercle, c'est là où les choses se dégradent. C'est-à-dire, quand on élargit le cercle, on touche des institutions plus lointaines, des institutions qui cherchent à représenter les citoyens d'en bas, que ce soit dans le terrain social, par exemple les syndicats, que ce soit dans le terrain politique, par exemple les partis politiques ou les élus à différents niveaux. Et là, il faut bien reconnaître que parfois ça tourne même un peu au jeu de massacre. C'est-à-dire que c'est toujours une infime minorité de Français, par exemple, qui se sentent représentés par les partis politiques. Il faut noter, puisque maintenant nous faisons le même type d'enquête en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, avec les mêmes questions. En même temps, il faut, par exemple, constater que ça n'est pas le cas en Grande-Bretagne, que ça n'est pas le cas en Allemagne, et même parfois en Italie, où l'on présente la démocratie comme étant aussi une démocratie assez fragile, eh bien, parfois, on a des niveaux de confiance des Italiens qui sont plus importants qu'en France. Donc, une méfiance qui s'est installée depuis de longues années. Le phénomène n'est pas récent. Depuis de longues années vis-à-vis des représentants. Alors, vis-à-vis des représentants élus, il y a là aussi une nuance à introduire. Les élus locaux, et particulièrement les maires, continuent à faire l'objet d'une confiance qui est une confiance majoritaire. Dans la vague 14 du dernier baromètre, c'est par exemple 55% de Français qui ont confiance dans leur maire. C'est important, mais c'est en baisse, et en baisse sensible. Cela veut dire que ce que l'on ressent par ailleurs, les agressions contre les maires, le fait que de moins en moins d'hommes et de femmes veulent rentrer dans la fonction mayorale, tout ça, ce sont des signes que même à ce niveau très important de la démocratie locale qu'est le maire, peu à peu, la défiance s'installe. Et maintenant, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, qui étaient toujours au-dessus de 50%, sont en dessous de 50% de confiance. Donc, une érosion. Alors, quant à la représentation nationale ou européenne, les députés, les sénateurs, les députés européens, le président de la République, qui est bien sûr un élu du peuple, là, la confiance est très faible et parfois s'effondre jusqu'à des 25, 26% aujourd'hui, par exemple 28% de confiance vis-à-vis du président Emmanuel Macron. Donc, il y a bien, oui, une crise de la représentation politique. Alors, cette crise de la représentation politique, elle n'est pas nouvelle, mais elle commence à devenir extrêmement vive et à nourrir, comment dire, à nourrir une distance par rapport au monde de la représentation politique.
Or, la démocratie que nous avons inventée au moment de la rupture révolutionnaire en 1789, c'était, vous savez, un des pères fondateurs, l'abbé Sieyès disait, voilà, une démocratie, c'est quand le pouvoir vient d'en haut, mais que la confiance vient d'en bas. C'est-à-dire, il faut que les deux mouvements se rencontrent. Or là, aujourd'hui, on le voit à l'occasion de la crise sur la réforme des retraites, on a un pouvoir qui vient d'en haut, mais on n'a plus du tout de confiance d'en bas. Et donc la démocratie, oui, d'une certaine manière, la démocratie fonctionne mal, elle dysfonctionne, et d'ailleurs une majorité de Français disent qu'en France, la démocratie fonctionne mal, ce qui n'est pas le cas non plus, par exemple, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc on a bien, oui, un problème franco-français de fonctionnement de la démocratie représentative. Monsieur Perrineau, merci pour ce premier développement. Pour continuer dans le même registre, deuxième question donc, peut-on simplifier l'analyse en disant qu'il y a une France des métropoles à l'aise dans la mondialisation et une France rurale et des quartiers sensibles de banlieue s'enfonçant dans le malaise suscité par des conditions de vie dégradées? Vous savez, très souvent, la politique, et c'est normal, traduit sur la scène politique des clivages qui sont des clivages sociaux. Jadis, on parlait du clivage de classe, des clivages religieux, le monde, par exemple, de l'athéisme contre le monde des croyants, des clivages territoriaux aussi. On parlait des deux Grandes-Bretagnes, on parlait de la France de gauche et de la France de droite. Donc, c'est vrai que la politique, c'est le moyen de résoudre pacifiquement des clivages, des conflits qui sont dans la société. Et aujourd'hui, ces conflits ont bougé. Ces conflits ont bougé et on le sait, les géographes en particulier en parlent beaucoup depuis de nombreuses années. Je pense en particulier à l'œuvre de Christophe Guilluy. Ils constatent qu'il y a une fracture territoriale entre la France des grandes métropoles et même parfois des mégalopoles et la France de l'Interland constituée par des petites villes, des villes moyennes et puis bien sûr des communes rurales, mais aussi des communes que les géographes appellent souvent rurbaines, c'est-à-dire des communes apparemment rurales, mais quand vous regardez les recensements de l'INSEE, vous vous apercevez que ce sont avant tout des ouvriers, des employés qui ne peuvent plus vivre dans les métropoles, qui parfois y travaillent, mais qui ne peuvent plus vivre dans les métropoles et qui donc habitent dans ces petites communes. Cette fracture territoriale, elle est devenue extrêmement importante, très vive. On l'a vu s'exprimer sur le terrain social dans le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'était le mouvement des Gilets jaunes? C'était un mouvement des périphéries françaises qui venaient dans les villes pour manifester leur désarroi, leurs inquiétudes. Et on a vu cette crise sociale, d'ailleurs, assez vite tourner à une crise politique aussi. La demande du RIC, du fameux référendum d'initiative citoyenne, l'antimacronisme redoutable que véhiculait ce mouvement. Donc on l'a vu s'exprimer sur le terrain social. Mais on le voit de plus en plus s'exprimer maintenant sur le terrain électoral et politique. Quand vous regardez les seconds tours auxquels nous sommes habitués maintenant, Macron-Le Pen, c'est pas simplement l'affrontement d'un jeune homme et de celle qui est l'héritière de son père au Rassemblement national. Cet homme et cette femme expriment en fait des clivages territoriaux profonds. Quand vous regardez les scores aujourd'hui de Marine Le Pen dans les petites communes, dans les secteurs urbains, ruraux, dans les périphéries des grandes métropoles, et très souvent à 50, 60%. Et quand vous êtes dans des zones qui, en plus de ça, sont des zones déshéritées, les zones qu'on appelait jadis de la diagonale aride, eh bien là, vous vous apercevez que, voilà, Marine Le Pen s'est enracinée, et le Rassemblement national se sont enracinés de manière tout à fait impressionnante dans des terrains très souvent de la ruralité ou de la désindustrialisation. Les très bons scores de Marine Le Pen, tout de même dans le Nord et surtout dans le département du Pas-de-Calais doivent interroger, parce que tout ça, c'était des bastions de la gauche communiste et socialiste. Aujourd'hui, ce sont des bastions du Rassemblement national. Donc, si vous voulez, ce clivage territorial est devenu redoutable parce qu'il recoupe maintenant un clivage social. Et ça lui donne son aspect explosif.
C'est-à-dire que derrière ce clivage entre les mégalopoles qui se retrouvent massivement derrière Emmanuel Macron, ou par exemple que ce sont des forces de gauche plutôt derrière des maires écologistes, regardons maintenant le nombre de maires écologistes à Lyon, à Bordeaux, à Tours, etc. Tout ça, c'est révélateur de couches sociales qui sont des couches sociales plutôt favorisées, de col blanc, de professions intellectuelles, de couches moyennes qui se retrouvent dans ces forces de la Macronie ou dans les forces qui tentent de renouveler un peu le dispositif de la gauche. Et puis, dès que vous faites 10 kilomètres, ou même parfois 5 kilomètres à partir de ces centres urbains, vous arrivez dans un autre univers territorial, social, politique et électoral. Donc oui, la fracture territoriale qui est devenue aussi et qui s'est chargée, j'allais dire en clivage social, est aujourd'hui quelque chose qui permet de donner un peu de lisibilité à ce qui se passe dans le système politique français qui est j'allais dire, en profonde éruption. Merci pour ces éléments de réponse. Pour continuer dans l'analyse, si l'on zoome sur la participation électorale, comment qualifieriez-vous l'état de santé de la démocratie en France? Diriez-vous qu'il y a une crise de la démocratie représentative? Et si oui, quelle part de responsabilité revient aux partis politiques? Alors, la fatigue électorale, l'asthénie démocratique, enfin maintenant il y a de multiples termes pour désigner de manière un peu élégante ce phénomène, c'est une réalité. Vous regardez par exemple le taux d'abstention aux dernières législatives en juin 2022, c'est le record historique, pas sous la Ve République, c'est le record historique depuis que les élections législatives existent. Donc ça veut bien dire que quelque chose ne va pas. Qu'il y a, dans certains segments de l'électorat, une forme de prise de distance par rapport à l'acte électoral qui n'apparaît plus comme un moment décisif de la démocratie représentative. Alors bien sûr, cette abstention qui touche toutes les élections, même l'élection présidentielle, elle a plusieurs racines. Il y a un abstentionnisme, j'allais dire, sociologique, qui ne bouge pas tellement, qui touche les couches sociales qui sont tellement loin de l'univers politique, du discours politique, des mots même utilisés dans le discours politique, que voilà, ils sont tellement loin de cet univers qu'ils ne voient pas très bien pourquoi ils iraient voter, parce que l'univers politique reste pour eux un univers opaque, relativement incompréhensible. Mais il y a un deuxième abstentionnisme qui monte beaucoup depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est l'abstentionnisme politique. C'est-à-dire, c'est un abstentionnisme qui touche des gens qui sont des citoyens et des citoyennes qui sont intéressés par la chose publique, qui même assez souvent ont des préférences politiques, mais qui à l'occasion d'élections, en dépit du nombre parfois très élevé de candidats, plus de 10 à l'élection présidentielle, etc., disent « je n'ai pas un candidat qui voilà, provoque chez moi une mobilisation, un souci de me déplacer le dimanche pour aller mettre un bulletin dans l'urne à son nom. Ça, c'est une crise qui est une crise profonde. Au fond, là, l'abstention est un signe de malaise politique, d'hostilité même à la classe politique. Et quand ces abstentionnistes, de temps en temps, viennent au vote, parce que un des grands signes aussi de ce malaise dans la démocratie, c'est la volatilité. Il y a de moins en moins de fidélité politique, électorale sur le long terme. Donc l'électorat, comme le disent les Britanniques, c'est un électorat volatile. Et la volatilité, elle existe aussi beaucoup entre la participation. Regardez, il y avait tout de même à la présidentielle une participation honnête, législative. La participation s'est effondrée. Donc en quelques semaines, beaucoup de gens ont fait le chemin entre la participation et l'abstention. Ça ne veut pas dire que, par exemple, aux européennes, ils ne reviendront pas vers les urnes. Donc, il y a cette volatilité. Cette volatilité, elle touche maintenant des électeurs qui sont des électeurs relativement jeunes, de bon niveau d'études, des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. C'est une abstention qui est assez redoutable parce que quand l'abstention se mobilise, c'est plutôt pour des forces protestataires. C'est-à-dire quand ces abstentionnistes, toutes les enquêtes, et je regarde ça beaucoup en ce moment, quand les abstentionnistes reviennent aux urnes, ils reviennent aux urnes pour en découdre. C'est-à-dire ils vont utiliser des forces qui sont des forces de la protestation et parmi celles-ci, avant tout,
le Rassemblement national. Beaucoup d'abstentionnistes, en fait, sont assez proches du Rassemblement national. C'est pour ça que quand j'entends certains dire qu'il faudrait passer au vote obligatoire, attention aux effets politiques et électoraux d'un vote obligatoire. On aurait des surprises et ceux qui le préconisent seraient les premiers surpris. D'ailleurs, on le voit dans les sondages d'intention de vote à l'occasion du premier anniversaire de l'élection présidentielle. Il y a des sondages qui répètent ce qui s'est passé il y a un an. Tout de même, le second tour donne, selon un sondage de l'IFOP, 55% d'intention de vote pour Marine Le Pen, 45% pour Emmanuel Macron. Et là, on voit bien que ce sont des gens qui, dans un sondage, répondent, se mobilisent, et on voit bien où le curseur de la protestation est en train d'être. Selon vous, quelle est la responsabilité des partis politiques? Alors, la responsabilité des partis politiques, les partis politiques ne peuvent pas s'exonérer de la chute d'intérêt que traduit l'abstention. Ils y sont pour quelque chose. Ce ne sont pas les seuls responsables, mais ils y sont pour quelque chose. Pourquoi? Parce que l'offre politique qu'ils ont présentée n'a pas convaincu. Et la grande crise qui s'est passée en 2 temps des partis de gouvernement, d'abord la gauche en 2017 qui disparaît de la scène politique avec le très mauvais score du candidat socialiste M. Hamon qui sera répété en pire par Mme Hidalgo, et puis pour la droite des Républicains, le score extrêmement faible de Valérie Pécresse. Tout ça, si vous voulez, on ne peut pas dire le Parti socialiste et les Républicains n'y sont pour rien. C'est pas de leur faute. Non, ils n'ont pas convaincu. Ils n'ont pas convaincu programmatiquement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Où est la ligne politique des Républicains? C'est devenu relativement illisible. On l'a vu sur le dossier des retraites. Où est la ligne politique des socialistes? Une députée socialiste est élue dans l'Ariège, le Parti socialiste la regarde de haut, comme si ce parti, qui pourtant est habitué à la logique des courants, donc des sensibilités différentes, était incapable aujourd'hui de gérer des sensibilités différentes, qui ont toujours été des sensibilités qui étaient à l'œuvre dans le socialisme démocratique français depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle. Donc il y a bien là un échec programmatique, un échec organisationnel, c'est-à-dire ces partis n'ont pas trouvé des modes d'organisation, j'allais dire en phase avec les attentes, et en particulier les attentes, j'allais dire, des moins de 40 ans, qui ne se contentent plus des formes d'organisation très, très verticales qui existaient auparavant. Et puis, un échec, et ça c'est important, en termes de leadership. Si vous voulez, la gauche comme la droite a eu, qu'on les apprécie ou non, c'est pas du tout le problème, de grands leaders. François Mitterrand scande l'histoire de la gauche sous la Ve République, et ensuite Lionel Jospin prend le relais en 1995 jusqu'à cette sombre période pour la gauche, qui est la gauche de toutes les divisions, qui est la gauche de 2002, et le flambeau sera repris, mais pour une très courte période, par François Hollande. Mais après, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de leadership, plus d'hommes ou de femmes capables d'incarner de manière crédible, au centre de gravité de ce parti, la diversité des socialistes et de parler aux électeurs. Donc une vraie crise de leadership. Il en est de même à droite. La droite française, ça a tout de même été De Gaulle, Pompidou, Giscard, ensuite Chirac et Nicolas Sarkozy. Et depuis, au fond, la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, vous apercevez que la droite française n'a plus de chef. Et dans cette sensibilité politique, c'est important, parce qu'on sait que l'importance de la figure du chef dans la droite est encore plus importante qu'à gauche. Et là, j'allais dire, c'est Waterloo morne pleine. Même réduit à 6, 7, peut-être 8% des suffrages exprimés, LR est devenu, j'allais dire, une organisation où il y a presque autant de chefs que de militants. Enfin, j'exagère, mais on a un peu cette impression vue de l'extérieur. Comment expliquer l'incapacité des différents gouvernants, au cours des décennies passées, à juguler la crise démocratique? Où se trouvent les causes principales de la défiance des citoyens? La mauvaise qualité de la décision publique du fait d'élus qui seraient incompétents, l'affaiblissement des grandes politiques publiques, à travers les services régaliens, l'école, la santé, le logement,
l'accroissement des inégalités en dépit des mécanismes de solidarité nationale et d'autres. Alors, si vous voulez, quand vous regardez l'origine lointaine, mais l'origine tout de même, de cette crise de la représentation politique, ça commence dans les années 80. Ça commence après l'alternance entre la droite et la gauche. Les Français, en 1981, lorsqu'ils investissent la gauche et François Mitterrand, sont plus ou moins persuadés que derrière le vote de gauche, il y a une capacité de la puissance publique à changer assez profondément les choses, et en particulier à régler un problème qui s'est installé tout au long de la décennie 70 et qui a été accentué par les différents chocs pétroliers redoutables, il ne faut pas l'oublier, de cette décennie 70, à savoir le chômage. Le chômage est la grande question qui passionne, à juste titre, l'opinion publique à l'époque. C'est resté d'ailleurs une préoccupation encore très élevée chez les Français, qui ne se font pas au chômage et qui ne se font pas à la difficulté très souvent des jeunes Français à rentrer, j'allais dire, rapidement dans l'emploi. Et donc, les Français ont une attente énorme à l'époque. Et ils seront déçus. La gauche ne sera pas plus efficace que la droite dans sa lutte contre le chômage. Donc, la crise démocratique s'enracine dans une crise d'efficacité de la puissance publique. La puissance publique va apparaître peu à peu comme étant sur des enjeux importants. Je ne parle pas d'enjeux périphériques, des enjeux importants comme le chômage, la croissance. Elle va apparaître à côté de la plaque. Et commence à apparaître l'idée, mais à quoi servent-ils? S'ils sont incapables d'infléchir le cours du chômage, mais à quoi servent-ils? Ils nous ont promis, en effet, qu'il y aurait un retour progressif, certes, au plein emploi. On n'en voit pas la couleur. Au contraire, le chômage ne cesse de progresser. Donc, les Français se disent, mais au fond, si le monde politique était un théâtre d'ombre. Et ça, c'est redoutable. Parce qu'à partir de ce moment-là, si vous vous posez la question à quoi servent-ils et que la réponse est à pas grand-chose, vous voyez bien que la crise de la démocratie représentative ne va cesser de s'accentuer, ce qui a été le cas lors des années 90 et puis ensuite depuis l'entrée dans le 21e siècle. Et d'ailleurs, constatez que dans cette période, on change sans arrêt de couleur politique. C'est-à-dire les Français se disent, ils sont un peu déboussolés, et après la longue période de François Mitterrand, de 2 septennats, on va très vite alterner au sein de la droite, entre Chirac et Sarkozy, puis après Sarkozy-Hollande. Les Français cherchent encore une vague issue dans ce duo gauche-droite, et après, ils en sortent. C'est 2017, alors là qui est une vraie rupture, et d'une certaine manière, en faisant exploser la droite et la gauche, en fait, dans les urnes, et en allant investir un homme qui se présente comme étant et de droite et de gauche, et une femme qui se présente comme étant ni de droite ni de gauche, Marine Le Pen, eh bien, là, les Français émettent le souci de casser le cadre, de sortir du cadre. Et à cet égard, Macron, avant peut-être d'accentuer la crise de la politique, il est l'expression de la crise de la démocratie représentative. Et d'ailleurs, dans son projet intellectuel et politique, il y a cette volonté. Quand il distingue le nouveau monde et le vieux monde, il veut bien casser le vieux monde. C'est-à-dire casser le vieux monde des partis de droite et de gauche, casser le vieux monde d'appareils syndicaux qui sont considérés comme surannés, etc. Il le fera. Le problème, c'est qu'il promettait également un nouveau monde pour se substituer à ce vieux monde et que ce nouveau monde ne vient pas. Et qu'au fond, lors de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, les gens s'aperçoivent que le macronisme, c'est Macron, c'est Emmanuel Macron, et que le macronisme, Emmanuel Macron n'a pas créé un véritable macronisme. Et donc, il y a une peur du vide, parce qu'il n'y a plus grand-chose entre les Français en colère à la base, en effet, 47 millions d'électeurs français à la base, et puis le sommet qui, en France, est le sommet présidentiel. Et entre les deux, l'espace public est un peu désert et devient l'espace public de toutes les colères, de toutes les frustrations. Ça, on ne peut pas s'en réjouir. Pensez-vous qu'il y a un risque que notre pays glisse vers des formes autoritaires d'exercice du pouvoir,
Ce risque, s'il existe, doit-il être pris au sérieux? Le risque existe, pourquoi? Parce que quand une crise dure depuis aussi longtemps et que les femmes et les hommes politiques ne trouvent pas de réelle parade, sauf entretenir la colère. Je pense à la France insoumise d'un côté et au Rassemblement national de l'autre, qui ne se pose pas tellement la question des réponses concrètes à la crise pour faire tomber la fièvre, puisque quelque part, ils profitent de la fièvre, ou même ils l'entretiennent, ils la créent. Donc, euh, voilà, il y a une situation qui est une situation assez périlleuse. Et quand on s'installe dans la crise, il faut faire attention, parce qu'au bout d'un moment, il peut y avoir la volonté de sortie radicale de la crise, c'est la radicalisation à laquelle nous assistons dans la société française. Radicalisation sociale, on le voit avec la violence, la petite et moyenne délinquance et la petite violence, mais qui rend la vie insupportable dans nombre de villes et de quartiers qui ne cessent de se développer et qui touchent des populations de plus en plus jeunes, nettement en dessous de 18 ans. Cette violence sociale est un symptôme. Et puis d'autre part, la violence politique, à laquelle nous assistons dans ces manifestations, en effet, qui dégénèrent entre les gendarmes et les CRS d'un côté, et des jeunes qui sont dans la rue, non pas pour protester contre l'article 49 alinéa 3 ou la réforme des retraites, mais qui sont là avant tout pour s'affronter avec les forces de l'ordre, et pour certains d'entre eux, d'entretenir ce vieux mythe qui, toujours en France, a été assez populaire de la révolution radicale, où on considère que voilà, la gauche est trop molle, la gauche est une gauche affreusement réformiste, et que voilà, il faut retrouver des ardeurs révolutionnaires. Mais au-delà, il y a quoi? Il y a une protestation silencieuse. Et attention à cette protestation silencieuse, on le voit dans toutes les enquêtes, c'est-à-dire que certaines personnes se disent au fond, si la démocratie est inefficace, pourquoi pas songer à la remplacer par un régime autoritaire? Disons-le. Hein. On pose régulièrement dans notre baromètre, est-ce que vous êtes plus ou moins favorable à ce qu'il y ait en France un homme fort, qui se passe des élections et du Parlement? Vous voyez, les choses sont claires. Hein. Eh bien, ça attire, selon les enquêtes, entre voilà, 20 et 30% des Français. C'est-à-dire, c'est énorme. Et quand vous regardez en détail, ce sont surtout des jeunes. Hein, c'est-à-dire des jeunes qui désespèrent du fonctionnement de la démocratie représentative et sont attirés aujourd'hui par la soi-disant efficacité des régimes autoritaires que leur vante qui? Que leur vante Poutine, que leur vante Erdogan, que leur vante Xi Jinping. Puisqu'il y a là, au plan, ils sont très visibles, au plan mondial, des gens qui vous disent, mais avec nous, ça marche. Voilà. Alors, ça marche d'une certaine manière, et apparemment, d'ailleurs, en Russie, ça marche très peu, et même en Turquie, ça marche très peu. Il y aura peut-être une alternance qui sera une alternance davantage démocratique. Mais ça se répand comme un lent poison dans l'opinion publique. Et d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui les intentions de vote pour des législatives, parce qu'il pourrait y avoir éventuellement, si la crise s'accentue, une dissolution de l'Assemblée nationale et des législatives. Et donc les premières enquêtes commencent à sortir. Qui arrive en première position de manière claire? C'est le Rassemblement national, c'est-à-dire un parti qui, tort ou à raison, mais est représenté comme porteur d'une demande d'autorité et parfois un peu d'autoritarisme. Hein. Et il ne faut pas croire que l'électorat du Rassemblement national, c'est un électorat de vieux ronchons. Non, non, c'est un électorat de jeunes en colère. Hein, qui ont l'impression, d'ailleurs très souvent, qu'en votant Front National, ils votent pour un renouveau profond des institutions. Hein, mais un renouveau profond des institutions qui pourrait déboucher, si ça ne débouche pas sur un régime à proprement parler autoritaire, ça débouchera sur quoi? Eh bien, sur ce qu'un politologue américain appelle les démocraties libérales. Et on le voit en ce moment au cœur même de l'Europe, avec ce qui se passe en Pologne et surtout en Hongrie. Monsieur Perrineau, merci beaucoup pour Voilà. ces réponses qui sont très vivifiantes pour l'esprit.
particulièrement préoccupante aussi Préoccupante aussi. quant à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons diffuser donc cette interview sur l'IFJP Web TV et éventuellement, si nous avons des sollicitations de cette sorte, nous vous proposerons de faire un webinaire Bien en sûr. direct avec des élus locaux qui Bien sont sûr. confrontés directement à leurs concitoyens et préoccupés de l'intérêt général Bien sûr. et servir le service public comme gage Très de cohésion volontiers. sociale. Merci beaucoup en tout cas à vous. Merci à vous.